Entre Nantes et Châteaubriand, vous aviez, avant le projet de réouverture de la ligne ferroviaire, 41 passages à niveau qui jalonnaient la ligne. Il faut dissocier les passages à niveau urbains, donc ceux qui sont sur le territoire de Nantes, et les passages à niveau périurbains et ruraux. Puisque le tram-train va être en mode tramway de Nantes à Babinière, donc juste après le périphérique nantais. Et ces 5 passages à niveau urbains vont être gérés comme le tramway actuel. Donc des carrefours à feu qui vont permettre sans demi-barrière au tram-train de passer en ayant la priorité sur les voitures, mais en devant prendre en compte aussi tout obstacle éventuel sur ce type de passage à niveau. Donc ces passages à niveau-là, ils sont 5, on les appellera des carrefours à feu. Sur les 36 autres, on est sur des passages à niveau ferroviaires qui, au départ, dans le cadre du projet, devaient être tous équipés de demi-barrières. Dans notre jargon, on appelle ça le système automatique lumineux de catégorie 2. Donc c'est des demi-barrières classiques, comme on peut le voir sur bon nombre de lignes ferroviaires en France. Le projet de tram-train a eu son enquête publique à l'été 2008. Il y a eu malheureusement un accident en Haute-Savoie, à Allinges, en 2008 également, avec un car scolaire qui a été percuté à un passage à niveau, ce qui a amené Dominique Bussereau, secrétaire d'État au transport à l'époque, en juin 2008, donc en même temps que l'enquête publique du projet tram-train, de rédiger un rapport. Dans ce rapport, vous aviez la mesure 20 qui disait toute création ou réouverture de ligne ferroviaire entraînait la fermeture de tous les passages à niveau. Par rapport au matériel roulant qui va circuler entre Nantes et Châteaubriand, on a un atout, c'est que le tram-train est beaucoup plus léger qu'un train classique et a des capacités d'accélération et de freinage beaucoup plus importantes. On a donc obtenu une dérogation à cette mesure du rapport de Dominique Bussereau qui nous a amené, en contrepartie de cette dérogation, il nous fallait mener 2 études. Une étude qu'on appelle d'opportunité de suppression de passage à niveau, et puis une étude de sécurisation des passages à niveau qu'on ne supprimerait pas. Donc à la fin de l'année 2009, on a lancé ces 2 études en parallèle. Excusez-moi, c'était à la fin de l'année 2008. On a lancé ces 2 études en parallèle pour voir d'abord quels étaient les passages à niveau supprimables de manière assez simple, et puis ce qu'on pouvait faire sur les passages à niveau qu'on allait maintenir pour que et l'usager du train et les usagers de la route soient en toute sécurité sur ces franchissements. On a eu une concertation lancée donc, par Réseau Ferré de France en janvier 2009 et ça a couru jusqu'à fin de l'année 2009, donc on voit que ça a duré toute une année. On est sur plus de 150 rencontres en commune entre les usagers, les élus locaux, les associations. Donc c'est un travail de longue haleine qui demande une forte implication du maître d'ouvrage, mais qui permet aussi de tisser du lien dans le cadre du projet aussi à venir, des travaux à venir, et de se faire connaître. Alors donc fin 2008, on a lancé un diagnostic des passages à niveau. L'objectif est de supprimer des passages à niveau de manière simple, c'est-à-dire on n'était pas dans la logique de créer des ouvrages d'art, donc des ponts passant au-dessus ou en dessous de la ligne, mais plutôt avec des voiries de rabattement permettant de franchir la ligne à d'autres endroits, ou en réorganisant le paysage agricole local, ou même éventuellement en transférant des lieux d'habitation. Donc on a identifié lors de ce diagnostic 16 passages à niveau comme supprimables assez simplement, et on a lancé une concertation durant toute l'année 2009 avec les différents usagers de ces passages à niveau qu'on avait identifiés pour confronter notre analyse en chambre avec un bureau d'études avec la réalité du terrain. Cela nous amène aujourd'hui à 10 passages à niveau qui sont d'ores et déjà supprimés puisqu'on a lancé des enquêtes commodo et incommodo, donc des enquêtes publiques liées à ces suppressions, et l'arrêté préfectoral de fermeture de ces 10 passages à niveau a été pris en décembre 2010.
On en a un qui est toujours en cours de suppression, où l'enquête Komodo et Incomodo relative à sa suppression sera lancée en octobre 2011. Et donc on espère bien avoir un 11e passage à niveau supprimé courant de l'année 2012. On a identifié les usages des passages à niveau. Donc, sur les 16 dont on parle, l'usage principal était un usage agricole ou un usage de desserte locale pour des riverains ou des usagers du type randonnée et autres. Donc une fois qu'on a établi cet état des lieux, on a organisé des réunions de concertation de manière volontaire par Réseau Ferré de France avec les communes concernées. On a monté aussi un partenariat avec la Chambre d'agriculture en ce qui concernait les problématiques agricoles. On a rencontré l'ensemble des exploitants agricoles, les riverains concernés, les associations d'usagers potentiels. Et donc du coup, on a réfléchi à comment permettre le franchissement de la ligne ferroviaire par d'autres endroits. Donc la problématique majeure, c'était la problématique agricole. Donc on a soit des créations de voiries de rabattement qui permettent de soit se rabattre vers un autre passage à niveau, soit vers un pont. Vous avez eu aussi en matière agricole, sur un passage à niveau à Issé par exemple, où on a lancé des échanges parcellaires amiables entre les agriculteurs concernés, ce qui permet de ne plus avoir aucun passage au passage à niveau. Vous avez eu aussi le transfert d'un lieu d'habitation d'un agriculteur qui était de l'autre côté de la ligne et pour permettre de fermer le passage à niveau pour qu'il n'y ait plus aucun usage. Voilà, on est dans cette dynamique-là. Ensuite, pour les usagers des riverains, il s'agissait essentiellement soit d'expliquer que les itinéraires de rabattement se feraient par d'autres endroits, soit de créer des voiries de rabattement pour permettre des circulations locales en toute sécurité sur la route. Ceux qui n'ont pas été supprimés, il a été démontré que rabattre les circulations par d'autres points de franchissement créait des zones de danger, parce que forcément on utilisait d'autres voiries routières ou on franchissait à d'autres passages à niveau et on allait créer quand même du coup d'autres points de conflit. Donc l'objectif en supprimant un passage à niveau n'est pas de créer le danger ailleurs pour s'en frotter les mains après. Et puis vous aviez aussi dans certains contextes un impact très fort sur l'activité agricole avec des allongements de temps de parcours qui étaient considérables et puis des travaux nécessaires qui coûtaient énormément d'argent. C'est aussi pour cela qu'en parallèle de cette étude de suppression, on a lancé dans le même temps une étude de sécurisation, toujours avec un bureau d'études qui nous accompagnait et qui a diagnostiqué l'ensemble des passages à niveau, même ceux qui étaient supprimés ou en cours de suppression ou supprimables, pour être intégrés à cette analyse. C'est-à-dire que si on maintient un passage à niveau, on avait une analyse au cas par cas pour chacun des passages à niveau maintenus et des mesures de sécurisation qui allaient s'adapter à chacun des passages à niveau. Vous avez une distinction qui a été faite entre les routes départementales, donc il y a 10 passages à niveau sur les routes départementales, et puis les voies communales. Donc les deux enjeux majeurs, c'était réduire la vitesse d'approche des passages à niveau côté de la route, puisque l'un des gros soucis, c'est la vitesse d'approche des automobilistes, et puis le dégagement de visibilité entre le tram-train et les voitures. On le disait tout à l'heure, le tram-train, il a des capacités d'accélération et de freinage plus importantes qu'un train classique. Donc le conducteur qui est habilité et formé pour s'habituer à tout ça, si on lui permet de voir plus loin que d'habitude, il va pouvoir réagir en conséquence. Donc ces aménagements-là, ils ont consisté à dégager la visibilité, donc c'est soit en jouant sur le mobilier urbain par exemple, ou bien sur la végétation à l'approche des passages à niveau, et puis ensuite de créer un réel couloir routier où l'usager de la route va être guidé pendant son franchissement. Donc vous avez des îlots séparateurs entre les voiries qui vont interdire aux usagers de la route de franchir le passage à niveau en chicane. C'est l'un des gros soucis qu'on a, puisqu'on a 2 demi-barrières. Le gros souci, c'est le passage en chicane. Donc ça ne sera plus possible à la réouverture du tram-train sur les routes départementales.
Dans la même optique, sur les routes départementales, on ne va pas faire des îlots infranchissables, mais on va faire des îlots bombés en résine qui vont aussi guider l'usager de la route sur sa voie. Et puis ensuite, vous avez de la signalisation routière, ferroviaire, ou ce qu'on appelle même de la pré-signalisation, qui va permettre aux usagers de la route qui connaissent ou qui ne connaissent pas le réseau routier départemental de savoir que un passage à niveau va se présenter à eux. Donc c'est de l'information, de la pré-information au niveau routier.